Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Avignon Avignon. Aujourd'hui, nous recevons dans cette émission la femme à qui rien n'arrive, Léonore Schex est l'auteur de cette pièce et elle nous expliquera tout en compagnie de la metteur en scène Anne Le Guernec. Le journal fou d'une infirmière avec Prune Lichelet qui revient pour la deuxième année dans ce seul en scène adapté d'un texte d'Anne Xavier Albertini. Et on commence tout de suite avec Léa Tiravasso pour Starving Dingoes. D'ailleurs, j'ai été voir ton spectacle et on en ressort ravi en fait. Ça commence déjà avec un air de Zingarella a cappella, ça finit comme ça, boum, soudainement avec un pas de sable, et entre les deux il y a la vie. Comment c'était venu en fait justement cette inspiration de retranscrire comme ça la vie à 100 à l'heure comme ça pendant 55 minutes et avec tout ce que ça représente? Je pense que c'était surtout, d'abord un voyage émotionnel était nécessaire et je pense que j'avais envie d'une urgence de vie. Un petit peu à l'image d'une peau de chagrin où il faut vite, le plus vite possible, saisir tous les instants, vivre à fond parce qu'elle se rétrécit tellement vite que voilà, il faut juste vivre tout ça avec urgence, vraiment. Donc voilà, j'avais vraiment l'idée d'une pièce qui s'arrête jamais, qui soit comme ça une espèce de boulimie de mouvement, de situation, d'énergie et qui s'arrête net. Un peu comme la vie en fait. Oui. Voilà. Alors quand on s'est rencontrés, donc tu m'as tracté justement dans la rue, tu m'as parlé en fait de folie. Oui. Et moi j'aurais tendance à dire que c'est à la fois peut-être la folie mais aussi la rage de vivre en fait. Oui, je pense que la folie pour moi c'était surtout est-ce que être conscient de notre finitude ne nous mènerait-il pas à la folie? La prise de conscience de notre finitude ne nous mènerait-elle pas à la folie? C'est plus la folie dans ce sens-là. Voilà. Est-ce que c'est pas fou de se dire que ça va s'arrêter un jour? Est-ce que c'est pas fou de se dire que ça ne s'arrêtera jamais non plus? Donc je suis pas dans une recherche de la folie au sens santé mentale, qui serait vraiment un autre spectacle, qui serait vraiment un autre travail, mais plus presque la définition romantique de la folie, une autre vision de la vie et de la mort. Alors j'ai cru voir en fait qu'il y avait plusieurs inspirations effectivement, donc la folie, donc ça nous ramène un petit peu donc à une once de santé mentale, donc à tout ce qui est scientifique un petit peu, à tout ce qui est, tu avais fait un autre spectacle aussi avec les cellules un petit peu du corps comme ça un petit peu qui s'entrechoquent et finissent par s'auto-détruire, voilà oui, enfin ça revient à ça. Il y avait ça, il y avait l'aspect philosophique en fait de la vie dont on vient de parler justement, et puis l'aspect humaniste aussi, énormément présent dans le spectacle. Ça fait une espèce d'alchimie en fait entre ces trois éléments et ça fait un résultat très joli et très bien mis en scène et chorégraphié en tout cas. Donc moi je peux que recommander le spectacle. Est-ce que tu as d'autres projets ensuite ou en même temps par rapport à ce spectacle, ou est-ce qu'il y a déjà des choses en écriture également en parallèle? C'est vrai que c'est un spectacle qui est assez jeune puisqu'on l'a créé sur tout 2021, donc c'est un spectacle qui a traversé le Covid, traversé la pandémie. On a ouvert en novembre 21 et décembre 21, donc c'est vraiment tout jeune, ça n'a pas encore un an. Donc mon esprit a beaucoup été dans cette pièce, et puis dans la préparation d'Avignon bien sûr. Je suis en train de penser à la prochaine pièce qui va s'appeler In the Bushes, mais je suis vraiment aux prémices du concept, de l'écriture, même de mon équipe collaborative. Donc voilà, je suis pas encore tout à fait dans le prochain projet, mais j'y arrive. Mais voilà.
Alors donc ce spectacle-là, en tout cas, tu as des dates déjà prévues, j'imagine, ou en tout cas une tournée prévisible à la rentrée. C'est en train de se construire, ouais. Voilà, Ouais. oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite là, parce que tu as déjà, alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas, en fait, tu as déjà une petite carrière aussi en Angleterre, Ouais. tu as fait pas mal de choses en fait déjà auparavant. Mm. Vers quoi tu te destines par la suite, en fait? J'imagine vers la danse, Oui. mais c'était pas tout à fait le chemin que tu avais prévu au départ, en fait. Non, j'avais pas du tout prévu qu'un jour je ferais mes pièces. Pas Oui. du tout. J'étais danseuse. Je pensais que l'adrénaline, comme je voulais la ressentir, je ne l'aurais que si moi physiquement j'étais sur scène. Et puis j'ai commencé à écrire un petit peu, pas par accident, mais par possibilité. J'avais la possibilité de le faire et je me suis dit ok, on va tenter. Et en fait j'ai adoré. Et j'ai continué et de fil en aiguille, ça a donné toujours des équipes plus grandes, plus importantes, plus de confiance, des collaborateurs, des partenaires qui se multiplient à chaque fois et j'ai continué. Et j'adore. Et je pense que je me suis jamais sentie autant sur scène que quand je n'y suis pas, mais quand c'est mes pièces qui y sont. Donc continue à créer, ça c'est sûr, continue à créer, continue à offrir des émotions, qu'elles soient agréables à ressentir ou pas. Voilà, offrir une possibilité de ressentir des choses, peut-être de se poser des questions aussi sur le monde dans lequel on vit, la vie. Voilà. Je pense me souhaiter de continuer à créer et de pouvoir continuer à créer, c'est pour l'instant le plus grand. Ok, tu es d'origine luxembourgeoise, mais on va te voir en fait certainement dans le monde entier, j'imagine. Oui, alors on a tourné en Europe, en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, à Luxembourg bien sûr, en France un peu. Donc c'est vrai que cette présence à Avignon pour nous elle est importante parce qu'on découvre une scène française, on découvre aussi des professionnels français qu'on n'avait jamais pu rencontrer. Donc notre présence ici pour nous elle est importante dans ce sens-là. On a tourné, on est allé en Corée du Sud le plus loin par exemple. Après sur des travaux plus de vidéos, on est allé en Inde, en Roumanie. Bien sûr la pandémie nous a un petit peu coupé net parce que la dernière pièce, l'Octopus, faisait partie de la sélection Aerowave en 2020. On avait une belle tournée qui était prévue mais bien sûr qui a été complètement avalée par le Covid. Même destin que pour la pièce. Alors. Ouais, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Ça nous a permis autre chose et je pense que si le Covid n'avait pas existé, les Dingos ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, donc voilà. Mais oui, on a tourné, on essaie le plus possible de partager le travail. C'est ce qui nous intéresse le plus en fait, de confronter le travail avec des publics et d'avoir des retours, d'avoir des discussions, d'échanger. Donc Starving Dingos pour cette année et certainement plein d'autres projets aussi par la suite. Donc Léa Tirabasso, merci beaucoup. Elle ne pense à rien, si ce n'est à sa livraison annuelle de pommes de terre. Et le jour où l'informatique s'emballe, il arrive finalement quelque chose. La vie est une fleur qu'il convient de cultiver chaque jour. On a much to learn about les autres espèces. Yeah, it's amazing, I know. Well, when the thing came out, I said, but this is my thing. And they said, yeah, is that your thing? And I said, yeah, that's my fucking thing. But the thing Elle is se that they scratche didn't de la plus haute marche du podium, se relève, elle a le coude cassé, c'est une image. Allô? Léonore, est-ce que l'inspiration pour ce spectacle est née d'une peur de l'expiration? Oh là là. Ah oui, c'est à 4 heures. Bon, là, tu l'attaques fort. Non, je dirais plutôt que c'est au contraire une forme de réinspiration. C'est tout un chemin pour renaître à soi-même. C'est magnifique. Je disais d'ailleurs à Anne l'autre jour une citation que j'aime beaucoup, c'est « Vive qui m'abandonne, il me rend à moi-même ». C'est joli. Je ne sais pas si ça va avec le texte, mais en tout cas, quand on inspire, on est forcé d'expirer après. Donc ça va avec le texte aussi, je pense. Je parle beaucoup d'inspirer, d'expirer, mais c'est tout ce qui entre, ce qui sort, et c'est vrai que c'est ça. D'un point de vue plus symbolique, peut-être que c'est comment reconnecter avec ses désirs vitaux. Oui. C'est ça un peu je pense, tu disais dans ta note d'intention que après avoir connu un spectacle, le spectacle précédent de Léonore qui s'appelait Déshabillez-moi, qui avait beaucoup tourné, qui avait une vie assez longue,
tu te disais, est-ce qu'il va encore m'arriver quelque chose, très simplement, aujourd'hui, à 40 ans, est-ce qu'il va encore m'arriver quelque chose? Et de ce constat, tu disais que ce qui t'était venu, c'est voilà, cette phrase, c'est une femme à qui rien n'arrive. Et donc, je dirais que du coup, c'est la porte ouverte à accueillir tout ce qui peut arriver. Donc, c'est plus. Donc, pas de déshabiller ou 3, ni 4, ni 5, ni 10, ni. On va voir, mais non, a priori, là, non. Non. Et puis, c'était assez agréable aussi, après toutes ces super années qu'on a passées à écrire à deux avec Flore Leurienne. C'était agréable et vertigineux de me retrouver seule, en fait. Sans aide et sans compromis. Et je suis allée vraiment à fond dans ce que j'avais envie de dire dans ce texte-là. Alors justement, ce texte-là, c'est quoi? C'est un saut en parachute vers l'inconnu? C'est quoi? Comment on se retrouve en fait à écrire justement? Parce que c'est déjà un texte à part entière. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à te lâcher vraiment en fait dans ce texte-là en fait? Mais ce texte-là, pour moi, c'est un labyrinthe. Oui. J'avais une phrase qui était au cœur du labyrinthe. Et j'avais une phrase en fait sur laquelle je suis retombée dans parce que j'aime bien fouiller. Je suis quelqu'un qui note tout le temps. Je prends des notes partout, je les oublie. Je fais beaucoup d'écriture comme ça automatique. Et j'ai retrouvé cette phrase, elle m'a sauté aux yeux. Toute mon écriture a été d'aller chercher ce qui se trouvait derrière. En fait, dans ce rien, quoi. Je sentais qu'il y avait tout derrière ce rien qui arrive à cette femme. Et ça a été de bâtir l'architecture, toute une architecture pour que ce petit concept de cette femme à qui rien n'arrive, qui attend que sa chose arrive, soit vivable, solide et que finalement créer du suspense et toute une série de pérégrinations autour d'un cœur de femme, en fait. Et alors, qu'est-ce qui est arrivé pendant justement l'écriture? Il y a eu des choses qui se sont émissées ou des choses, peut-être, on peut parler peut-être du confinement en fait, qui a eu lieu après l'écriture. Ouais. Ça c'est important aussi de le signaler. Oui. Comment ça a été ressenti en fait de la part peut-être de ton entourage, peut-être par rapport aux salles qui programmaient le spectacle? Comment ça s'est ça a été très très long à cause du confinement justement, mais oui, ça a été écrit bien avant le confinement. Et quand le confinement est arrivé, je faisais des dernières retouches, mais on avait déjà fait des lectures publiques à l'Avignon d'avant. Oui. Et donc c'était des retouches. Je me suis un peu demandé comment se fait-ce. C'était très bizarre pour moi, ce confinement qui arrive après ce texte-là. Parce que pour moi, pour moi, cette femme, elle est confinée dans son mental, comme beaucoup de gens, je suppose. On a cette impression d'être complètement enfermé en nous, qui est assez augmentée avec nos addictions aux écrans, je pense. On a une sorte de monde intérieur qui se crée de plus en plus vaste, et du coup il y a eu heureusement beaucoup de choses qui sont arrivées. J'avais que cette phrase, et après j'ai bâti des plans et j'ai laissé complètement émerger l'écriture plus que je ne suis allée la rechercher. C'est pour ça que j'ai mis très longtemps à l'écrire, mais en fait vu que j'étais pas dans un truc que je veux absolument que ce texte soit fini, je me suis laissée complètement aller à mon rythme en laissant les idées arriver. Et c'était assez jouissif. Je me suis complètement reposée sur mon inconscient. J'ai rien fait en fait. Ouais. J'ai rien fait. Non, mais c'est vrai. Enfin, si, après avec des coups parce qu'il fallait bien le finir, et il y avait toutes sortes de choses à réarranger, mais j'ai écrit d'abord seule. Après, Anne est arrivée vers la fin, et je dirais qu'on a remis en place, restructuré, je sais pas, 20% du texte, vraiment très, très mot à mot, tout est très choisi. Et des fois, je me souviens qu'on planchait des heures sur un paragraphe, quoi. Après le plateau, on a fait une première lecture, on a réaménagé des choses, mais je dirais quand même que la matière textuelle, elle était faite avant qu'on répète. Oui. Et donc, à ces 80%-là, donc, se sont ajoutés la mise en scène. Comment ça s'est passé justement? Quel œil tu as eu en fait pour pouvoir dire ça serait bien que tu fasses ça, ou En fait, déjà, je dirais que moi aussi, j'avais finalement une ligne qui était comment monter une saga, un film épique à partir en opposition à quelqu'un à qui rien n'arrive. Comment est-ce qu'on donne énormément de choses à voir
énormément de choses à vivre, énormément d'images pour le spectateur, comme s'il était par exemple, je pensais à ce film, pour donner un exemple, par exemple ce film de Scorsese, After Hours, c'est un type qui met toute la nuit à rentrer chez lui parce qu'il arrive des catastrophes en continu pendant toute une nuit, et puis enfin il rentre chez lui. Un truc, en fait, une espèce de film haletant avec ce rien. Donc ça, c'était un super challenge, je trouve, en tant que metteur en scène. Et aussi, je savais et j'aimais beaucoup Léonore comme comédienne, même sur des textes qui ne seront pas d'elle. J'ai souvent joué avec elle et j'aimais beaucoup ce clown virtuose, un peu bouleversant aussi. Enfin, je trouvais qu'elle avait une capacité, une virtuosité et une nature d'actrice. Du coup, je dirais que la mise en scène, elle se situe aussi énormément dans... j'aime pas trop le fait de dire direction d'acteur, mais enfin en tout cas dans l'accompagnement de l'actrice pour qu'elle puisse déployer en fait tout son talent. Donc ça, c'était, je dirais, ma partie la plus savoureuse. Donc voilà, déjà essayer de faire une espèce de grande saga avec ce texte-là, qui raconte une chose très ténue mais qui peut être quand même un voyage incroyable. Et après, voilà, l'aider à faire éclore tous les possibles, parce que je trouve qu'elle passe de choses assez fragiles, naïves, mais aussi complètement folles, extraverties, futuristes, paysannes. Enfin, moi, j'y vois beaucoup de monde, en fait. Donc, c'était arrivé, ça, c'était l'enjeu de la mise en scène. Et voilà. Donc, puis après, voilà, le travail de... La relation, je trouve, d'un metteur en scène avec une actrice quand elle est seule, ou un acteur quand il est seul en scène, c'est aussi quelque chose de très riche. C'est plein d'acteurs, ça doit être génial, mais un acteur aussi, c'est vraiment un accompagnement, je trouve, c'est très intérieur aussi. Voilà, je sais pas. C'est à la fois l'œil extérieur et intérieur. Parce que ouais, voilà, exactement. Je ressentais je savais très bien que intérieurement, il fallait aussi que je sois au bon endroit pour que ça... je trouve que c'est assez fin. Là, il y a un grand travail, c'est la musicalité du texte. Oui. Je dirais que c'est très... Les sonorités, comme le texte n'utilise pas tant que ça de mots, en fait, ou en tout cas on reconnaît les consonances, des sons. C'est presque un petit opéra dans un sens sans musique, sans instrument, mais il y a quand même une musicalité. Il y a beaucoup aussi ce travail, je dirais, sur les tessitures, les sons. Enfin, il y a quelque chose de très musical dans le travail. On a beaucoup travaillé comme ça. Souvent, tu me dirigeais même plus comme ça, presque à l'oreille, que on abordait très peu la psychologie. Si beaucoup, tu me parlais beaucoup de sensations, parce que c'est assez sensoriel, mais ça va avec, la musicalité. Mais c'est une metteuse en scène très sensorielle et sensuelle. Là, il y a un grand travail, c'est la musicalité du texte. Oui. Je dirais que c'est très... Les sonorités... comme le texte n'utilise pas tant que ça de mots, en fait, ou en tout cas on reconnaît les consonances, des sons. C'est presque un petit opéra dans un sens sans musique, sans instrument, mais il y a quand même une musicalité. Il y a beaucoup aussi ce travail, je dirais, sur les tessitures, les sons. Enfin, il y a quelque chose de très musical dans le travail. On a beaucoup travaillé comme ça. Souvent, tu me dirigeais même plus comme ça, presque à l'oreille, que on abordait très peu la psychologie. Si beaucoup, tu me parlais beaucoup de sensations, parce que c'est assez sensoriel, mais ça va avec, la musicalité. Mais c'est une metteuse en scène très sensorielle et sensuelle. Là, il y a un grand travail, c'est la musicalité du texte. Oui. Je dirais que c'est très... Les sonorités... comme le texte n'utilise pas tant que ça de mots, en fait, ou en tout cas on reconnaît les consonances, des sons. C'est presque un petit opéra dans un sens sans musique, sans instrument, mais il y a quand même une musicalité. Il y a beaucoup aussi ce travail, je dirais, sur les tessitures, les sons. Enfin, il y a quelque chose de très musical dans le travail. On a beaucoup travaillé comme ça. Souvent, tu me dirigeais même plus comme ça, presque à l'oreille, que... Parce que tu joues dans Chambre 2. Voilà, également. moi je suis dans Chambre 2, qui est à l'opposé de ce texte-là, et qui est l'adaptation d'un roman, là pour le coup.
Moi, ça raconte le quotidien d'une auxiliaire de puériculture. Ça parle de naissance et c'est la vie dans une maternité et des récits de naissance avec des mamans, des papas et une soignante qui a un parcours un peu particulier, un personnage un peu atypique. Bonne Nichelet n'est pas à son premier Avignon. Cette année, elle revient avec le journal fou d'une infirmière. Le journal fou d'une infirmière, c'est tout de suite, on se retrouve sur le toit. Mon esprit. Je trie des gobelets dans l'ordre alphabétique. Impossible. J'entends des voix. J'entends des voix. Et voilà que du fond de la salle, une autre lui répond. Moi aussi. Moi aussi. Une grand-mère, c'est une référence pour l'avenir. Une cale si le frein lâche. Une grand-mère, c'est une femme à qui l'on peut tout dire parce qu'elle ne se bat plus pour être une. J'ai brossé des dentiers à la nage. J'ai aidé des petits pas. J'ai donné la béquille à des bouches édentées. J'ai vu la vieillesse humaine toute nue. Et quand je verrai des barreaux le long d'une route, je les saluerai, car ils m'ont beaucoup appris. Et sans eux, toute une vie peut-être, j'aurais cru qu'un fou est un fou. Ils m'ont aidé à déchirer une camisole, la mienne. Je suis une toxicomane de la vie. Comment tu as découvert ce texte de Anne Xavier Albertini. Oui. Alors je la connais personnellement. Hélas, elle a disparu cet hiver. Oui. Je l'ai rencontrée il y a à peu près 25 ans. C'était la maman de mon premier amoureux. Première histoire un peu longue. Et je suis toujours restée en contact avec elle. C'était une femme formidable, pleine de talent, de vivacité, d'histoire, d'expérience. Et donc j'avais lu son roman. Elle me l'avait proposé il y a 15 ans. Elle m'avait dit tu pourrais en faire quelque chose pour le théâtre. Et puis le personnage était quand même très fort, très mûr. Et il y a 2 ans, je me suis dit tiens, je me sens prête à m'attaquer à ce texte. Et j'en ai fait une adaptation théâtrale. Et voilà, je me suis lancée dans ce grand texte magnifique que je suis très très fière d'emmener au Festival d'Avignon. Alors justement, pourquoi ce choix d'une infirmière qui son journal de bord, dans le personnage d'Anna, on trouve pas mal de choses en fait. Oui. Comment ça s'est passé justement? C'est le personnage qui avait beaucoup de caractère, ce tempérament bien particulier. C'est-à-dire qu'elle est à la fois guerrière, à la fois féminine, douce, maternelle, intransigeante. Elle a des failles, elle-même est toujours en train de friser des crises d'excès de fureur. Elle est entière. Et j'aimais beaucoup ce personnage qui n'était pas lisse, qui avait plein d'aspérité, mais qui était aussi très pleine de grâce, de bonté, de générosité. Ça m'a parlé et j'ai trouvé qu'elle avait toutes les qualités pour cette profession. Ça m'intéressait de parler d'un métier de l'ombre et comment vivent les soignants aussi. Cette épreuve-là de tous les jours, d'aller s'occuper de gens très malades et qui parfois sont incurables. Ils risquent aussi leur vie en fait, même physiquement, hein, ces gens-là justement, ces infirmiers-là qui... Oui, c'est sûr, parce qu'ils s'attaquent à des cas qu'ils ne peuvent pas forcément maîtriser. Donc c'est de l'improvisation en fait. Enfin, ils sont quand même très formés. Il se trouve qu'elle était formée parce qu'elle avait fait une formation d'infirmière psychiatrique, parce que dans les années 60, il y avait eu une école pour former les infirmiers à la psychiatrie. C'était la grande ère de la psychanalyse et de la psychiatrie. Malheureusement, ça n'existe plus. Donc maintenant, ils sont formés à nouveau en stage et sur le tas. C'est une certaine forme d'improvisation. Il faut, je pense, beaucoup de bon sens, beaucoup de courage et puis d'amour du genre humain. Voilà. Et comme les comédiens, les comédiennes dans le théâtre, on s'intéresse au genre humain, c'est notre passion, c'est notre matière de travail. J'ai trouvé qu'on avait des similitudes. Aussi d'autres personnages en fait qui sont évoqués donc par Anna donc. Oui. Il y a Nadia la prostituée. Oui, il y a René. René, oui. Il y a les deux Lascar qui sortent de prison, qui sont des bons gars, mais qui sont toujours un peu à la limite, quoi, qui sont borderline, donc qui passent de la prison à l'hôpital psychiatrique sans arrêt. Elle le dit d'ailleurs que c'est pas très éloigné la prison et l'hôpital psychiatrique.
qui récupère un peu tout le monde, toute la frange de la société, puis les égarés, quoi. Alors il y a Marlène aussi. Oui, Marlène, c'est un cas très particulier. C'est pour ça qu'on fait tout un passage, tout un tableau sur Marlène, qui elle est une femme, finalement une femme battue, mais qui a tué son mari. On essaye de comprendre pourquoi. Et ça, je trouve ça intéressant en fait. Au lieu de parler d'une femme battue à proprement parler comme d'une victime, on la présente d'abord comme une coupable, évidemment, puisque c'est sur les faits, elle a tué son mari, et on revient en arrière. Et là, c'est assez intéressant, parce que c'est là que la psychologie, le psychisme et la violence psychique rentrent en jeu. Et donc c'est jamais manichéen, c'est ça que j'aime bien dans son texte, et elle était comme ça, elle était subtile et nuancée, et elle arrivait à comprendre des choses qui parfois sont pour les gens tabous et incompréhensibles, mais elle n'a pas de principe, elle ne juge pas, elle essaie de comprendre. Et ça me semble très important dans la vie. Elle a d'ailleurs une deuxième pièce en fait pendant le festival au Charmes qui se joue. Oui, le Dialogue des Marguerites. Oui. Et ça c'est une comédie. Elle l'a écrit en pièce de théâtre, qui est formidable, qu'il faut aller voir aussi. On retrouve toute sa verve, tout son style. C'est vraiment une plume, Anna Albertini. C'est vraiment une auteure. Et moi, il se trouve que c'est un roman et qui correspond complètement au théâtre. Tout y est théâtral, toutes les situations. Les plaisanteries quand ils enferment l'externe en chirurgie, prétentieux, quand ils lui font la blague de l'enfermer dans la cellule pour observer sa réaction. Quand elle-même se retrouve, elle oublie les clés à l'extérieur, enfermée avec un grand psychopathe, et elle décrit tout à coup la peur dans tous ses détails, et elle fait moins sa maline, et elle montre à quel point tout à coup on peut se sentir démuni face à une situation comme ça. Donc elle montre toujours l'intérieur et l'extérieur, et elle passe de l'un à l'autre. Et ça nous arrive toujours dans la vie en fait. On n'est pas à l'abri de ça, on passe de l'intérieur à l'extérieur, de soi-même, des autres. C'est intéressant au théâtre, c'est formidable. Et ça donne à la fois envie de se documenter et puis peut-être de s'intéresser aussi un peu plus à cet univers-là en fait, hospitalier. Oui, bien sûr, et au genre humain, et à garder quand même l'espoir. Oui. Il faut bien s'en occuper de ces gens-là. Et c'est vrai que c'est une force inouïe d'ailleurs, et une vocation incroyable. Quel tonus, quelle santé physique et morale d'aller tous les matins s'occuper de gens faibles, fragiles, qui peut-être ne sortiront jamais de là, pour leur donner un peu de vie, un peu d'espoir, un peu de chaleur humaine. En tout cas, c'est un beau destin et un beau projet. On va pas dire ce qui se passe à la fin, mais en tout cas, c'est mérité. Oui, on garde le suspense. Est-ce que tu as d'autres projets par la suite, à part évidemment de porter cette pièce le plus loin possible? J'ai en ce moment une série que j'ai écrite, réalisée et tournée, dans laquelle je joue, qui devait être un projet théâtral, qui s'est transformé en film. C'est une web-série sur le voyage aux États-Unis de Marie Curie. C'est en ce moment sur la chaîne YouTube du musée Curie, qui est relayée un peu partout. C'est en 4 épisodes. Ça s'appelle La traversée d'une vie. Marie Curie, la traversée d'une vie. Et c'est formidable. Je suis très fière de mon équipe. On a réussi à faire un très 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 beau projet avec peu de moyens. On en avait quand même, mais peu de moyens. On a su rebondir surtout et transformer cette pièce en film. C'est un seul en film puisque ça devait être un seul en scène. Alors je vous laisse le découvrir, et je voulais aussi rendre hommage à non seulement évidemment Anna Albertini, mais à mon metteur en scène Thierry Jeanne, qui a su me mettre en scène ce texte de façon à ce qu'on se croie vraiment dans l'hôpital. Il a rendu toute la pièce concrète. Il a su me faire dessiner l'espace, on se croirait dans l'hôpital, les murs parlent, tout parle, et sans lui, j'aurais fait un beau récital. Vraiment dans cet hôpital. Donc je le remercie beaucoup. Et lui, il a un autre spectacle, La cagnotte de la biche à la Luna, à 12h55. Je vous le conseille aussi parce que c'est très 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 drôle. Voilà. Et évidemment aussi, je remercie Jaja, mon collaborateur, mon régisseur de toujours, qui m'est d'un grand secours, d'un grand réconfort. Et c'est un vrai régisseur qui m'épaule, qui tracte avec moi, qui affiche, qui est capable de rester jusqu'à 3h du matin comme hier pour régler des problèmes de lumière. Voilà, donc
ça c'est très important, même quand on est seul en scène, il y a toute une équipe derrière. Demain, ce sera avec Antonio Placer Quartet que nous nous retrouverons et avec le metteur en scène dans la semaine prochaine. En tout cas, nous on se retrouve demain. Ciao.